Sud Radio présidentielle 2022. La vérité en face. La vérité en face, on parle des métiers de demain. 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore sous la forme actuelle. Nicolas Hazard est avec nous. Bonjour, bienvenue. Vous êtes président et fondateur de l'UNICO et auteur de ce livre. Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? 21 métiers du futur. Et c'est pas pour vous que je dis ça, Patrick. 21 métiers du futur à l'ère des robots de l'intelligence artificielle. Attention aux éditions Flammarion. Oui, dans beaucoup de familles, évidemment, Cécile, Nicolas Hazard, bonjour. Il y a eu cette discussion en se disant, qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Là, t'es pas bon là-dedans. Là, tu n'as pas envie tu ne bosses pas. Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Aujourd'hui, évidemment, plus que jamais, peut-être, se pose en fait cette question, mais avec une grande inconnue, c'est qu'on ne sait pas aussi quels seront les métiers de demain, dans 10, 15 ans. Alors où on le sait, en fait, dans certains... Il y a une petite idée. Quels seront les métiers ? Tout à l'heure, je disais en forme de provocation, nos métiers, par exemple, d'animateurs, journalistes, n'existeront peut-être plus, parce que je sais que aux États-Unis, au Japon, il y a des robots qui ont remplacé, et des machines qui ont remplacé un peu les hommes et des présentateurs. Nicolas Hazard. Oui, en Chine notamment, il y a un présentateur sur la chaîne Info, donc on imagine Bruce Toussaint, par exemple, ou je sais pas quel animateur, voilà, qui en fait est remplacé par une intelligence artificielle, un avatar, qui en fait prend les informations au fur et à mesure telles qu'elles sont données, donc elles sont rentrées dans un algorithme, dans un logiciel, et lui présente toutes les infos en continu, etc. Et ça, 24 heures sur 24. Et il les annonce, mais il les traite pas. Il les annonce, telles qu'elles sont faites, un peu comme sur des chaînes info, quand on voit des bandeaux, en fait, il lit des bandeaux, comme ça, qui viennent au fur et à mesure, et il les présente, etc. Mais bien évidemment... Mais il ne peut pas les analyser, ou il est capable de les analyser ? Pas encore, peut-être. Non, mais ça viendra, il analyse celles qui sont le plus importantes. Les plus pertinentes, donc c'est aussi un bout du travail de journaliste. Mais pour autant, il faut voir quelque chose. L'intelligence artificielle, le terme intelligence artificielle, c'est très trompeur. Parce qu'en fait, une intelligence artificielle est très bête. Elle n'est pas intelligente. Elle est binaire. Elle sait accumuler beaucoup d'informations, mais des millions, des milliards de fois plus d'informations que nous, les traiter. Donc elle est très bonne pour jouer aux échecs, voir toutes les combinaisons. Donc elle battra n'importe quel joueur d'échecs aujourd'hui. Elle est très bonne pour faire des calculs très très complexes. Pour autant, elle ne sait pas faire tout ce qui est humain. Et qu'est-ce qui est précisément humain ? C'est la communication, l'interaction, c'est pour le discernement, la capacité d'analyse, c'est la créativité, l'inventivité, c'est-à-dire qu'à un moment elle va pas sortir, ça c'est la science-fiction où le robot finalement va prendre le dessus, etc. E.T., souvenez-vous, E.T. effectivement avait des sentiments. Mais E.T. est un extraterrestre. Bien sûr, mais ce que je veux dire, quelque part c'était une forme d'avatar aussi, bien sûr, et vivant. Et donc beaucoup se disent peut-être qu'on viendra un jour. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'émotion. Revenons quand même, parce que là, c'est vrai qu'on est dans la science-fiction et puis les robots, mais sur les métiers en fait de demain et ceux qui vont disparaître, Nicolas Hazard, quels sont-ils globalement ? En gros, c'est tous les métiers qui sont les moins humains, entre guillemets, c'est-à-dire qui nécessitent le moins de tâches humaines. Donc c'est les métiers qui sont très répétitifs. Voilà, exactement. Donc bien évidemment, on le voit déjà aujourd'hui, les personnes qui travaillent dans des entrepôts de la grande distribution ou des grandes plateformes logistiques telles qu'on les connaît, les caristes par exemple, les préparateurs de commandes, ça c'est des métiers où il y a déjà des robots qui existent. Il y a une entreprise qui s'appelle Exotech, qui est une des licornes aujourd'hui industrielles françaises, qui permet d'aller 5 fois, 10 fois plus vite qu'un préparateur de commandes ou qu'un cariste. Donc ça, bien évidemment, ces métiers, ils vont disparaître. Travail à la chaîne aussi, peut-être ? Le travail à la chaîne, bien évidemment. Mais ce qui est nouveau dans cette révolution industrielle, c'est qu'avant, on est dans une nouvelle révolution industrielle technologique. Avant, en fait, c'était l'école bleue qui était remplacée. Donc, en gros, les ouvriers de machines remplaçaient 1, 2, 5 ouvriers. Aujourd'hui, les cols blancs aussi vont être remplacés. Le radiologue, aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le radiologue, il a une radio et il regarde et il fait un diagnostic. Mais aujourd'hui, une intelligence artificielle, elle est capable d'avoir ingurgité 1 milliard de radios. Donc, elle va être plus pertinente pour la détection d'une maladie, par exemple. Rappelons que pour les médecins, le diagnostic, c'est le plus difficile. Exactement, c'est la base. Et mais pour autant, le métier de radiologue ne va pas disparaître. C'est pour ça que moi, je suis optimiste quand même. Je suis pas en train de dire parce que là, on va tous se faire remplacer et on part tous en vacances. Non, je pense que le futur du travail, il y a encore beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses et beaucoup d'opportunités. Le radiologue, ce qu'il va faire, avant, il passait 3/4 d'heure sur le diagnostic et il venait vous voir au bout de 10 minutes, il disait, vous avez telle maladie, il faut vous soigner comme ci, comme ça. Aujourd'hui, il va plus que passer
passer 5-10 minutes sur le diagnostic, parce qu'en fait, il va lire ce que l'intelligence artificielle va lui sortir. Aura récolté toutes les informations. Toutes les informations, il aura dit voilà, je suis sûr à 99,7% que c'est ça, etc. Donc il aura le diagnostic et il passera 50 minutes avec le patient à lui expliquer ce que c'est, à définir un traitement, etc. Et ça, le robot, il va pas le définir, le traitement, parce qu'il y a un aspect psychologique aussi humain. À chaque fois, le traitement, il s'adapte de personne en personne. Et donc, du coup, il va faire ce qu'il y a de plus humain, c'est-à-dire le contact humain et le partage et l'identification des spécificités et le sur-mesure. Donc, le robot, l'intelligence artificielle de demain seront nos alliés pour plein de jobs de demain, y compris ceux des cols blancs. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui notre système éducatif et d'apprentissage réfléchit justement à ces nouveaux métiers, ou est-ce qu'on est vraiment à la ramasse? Alors c'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre, parce que je pense qu'on est vraiment à la ramasse d'un point de vue global, et je pense que la compétitivité internationale, si on veut, par rapport à tout ça, elle se joue là-dessus. Nous, on pleure toujours parce qu'on est moyen dans les classements PISA. Vous savez, ça sort là, tous les 2-3 ans. On est tombé dans le classement. Voilà, on tombe, on dégringole de plus en plus. Et on se demande pourquoi l'Estonie, la Finlande, Singapour, le Japon sont des pays qui sont meilleurs que nous en maths, à l'écrit, etc. En fait, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire qu'eux ont des pédagogies qui sont différentes et qui ont évolué. Par exemple, la Finlande, qui est dans le top européen aujourd'hui, ils n'apprennent pas à leurs enfants à lire et à écrire avant l'âge de 7 ans, ce que beaucoup de gens font. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent que d'abord les enfants doivent apprendre à apprendre et apprendre par eux-mêmes. Et donc ils ont une pédagogie qui est dite une pédagogie active, c'est-à-dire que c'est pas un sachant, un prof qui donne une leçon, il faut l'apprendre et après faut la ressortir. L'enfant va apprendre par lui-même, et il y a plein de méthodologies qui existent pour ça. Que vous dites quoi ? C'est apprendre à être curieux, de le faire apprendre à être curieux, c'est-à-dire on va lui donner un problème et on va lui dire maintenant, écoute, tu vas chercher où tu veux, à ton rythme, les informations pour résoudre ce problème-là. Et donc du coup, ils vont le faire. Il y a au Danemark, par exemple, une école sur 5 est une école dite en forêt, c'est-à-dire qu'en fait les enfants sont en pleine nature, et voilà. Alors nous, ça nous paraît tout de suite un peu bizarre, etc. Mais les résultats, ils sont là. C'est-à-dire que derrière, ces enfants-là ont appris à s'adapter, ont appris à apprendre, et après pour eux, apprendre à lire et à écrire est un jeu d'enfant. Et pour le coup, et c'est beaucoup plus simple. Donc il y a une réforme de fond. L'école de Jules Ferry, elle est super. Elle a permis l'universalité, que tout le monde aille à l'école primaire, etc. Pour autant, cette école telle qu'elle a été construite, même si elle s'est adaptée, et que les profs font un travail fantastique, mais elle reste une école du XXe siècle et qui n'est pas adaptée aux enjeux du XXIe siècle. Et surtout que les enfants aujourd'hui, ils s'ennuient dans l'apprentissage. On peut le déplorer, mais en tout cas, c'est une réalité. Mais il faut revoir notre système effectivement éducatif, bien sûr, pour s'adapter. Encore faut-il aussi être capable de deviner les métiers qui marcheront en fait demain. Et ça, sans tomber en fait dans l'intelligence artificielle et tout. Il y a déjà 10 ans, 15 ans en arrière, on ne savait pas, ou 30 ans en arrière, on ne formait pas le bon nombre de personnes en fait à chaque fois. En psycho, il y avait des tonnes en fait d'élèves, alors qu'on n'avait pas forcément besoin d'énormément de psychologues dans la société, même si aujourd'hui on en a besoin. On s'est limité en médecine parce qu'on ne voulait pas, on voulait freiner les dépenses, et résultat aujourd'hui on manque en fait de personnel médical dans tous les secteurs comme ça. Donc on va voir ça avec vous dans un instant. Comment se pencher justement sur ce futur? Vous dites 21 métiers du futur par exemple, quoi. Et puis si ce sont des robots qui nous remplacent, comment va-t-on faire pour gagner nos vies, quoi? Ça c'est une des grandes questions, évidemment, des grandes énigmes. On va voir ça avec vous, Nicolas Hazard, dans un instant. À tout de suite. La vérité en face des métiers de demain. Vous avez certainement entendu dire cette phrase quand vous étiez jeune. Peut-être que vous l'avez dite à vos enfants. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? C'est le livre Qu'est-ce qu'on va faire de toi? 21 métiers du futur à l'ère des robots et de l'intelligence artificielle aux éditions Flammarion. Et pour en parler ce matin, Nicolas Hazard est avec nous. Oui, est-ce que tous les métiers en fait de demain sont liés forcément à cette intelligence artificielle et au numérique, ou pas, Nicolas Hazard? Non, pas du tout, justement. Enfin, il y a une grande partie, bien évidemment. On dit tout le temps il faut
former à ça. Un petit peu quand même. Oui, mais il y a un autre pan qui est très important et moi qui me tient beaucoup à cœur parce que je me bats beaucoup là-dessus aussi, c'est celui de la révolution verte en fait, du changement. On doit tout changer en fait et on va tout changer, que ce soit dans les transports, dans le logement, dans tous les secteurs d'activité. Donc il y a aussi des métiers qui sont plus liés à comment on rend notre système de production et de consommation plus écologique. Il y a des métiers, par exemple dans l'agriculture. Il y a des métiers, il y a des fermes verticales aujourd'hui qui existent, qui permettent à des paysans et à des agriculteurs d'avoir des hangars où ils peuvent faire cultiver la géoponie. De la géoponie. Il y a plein de technologies. La géoponie, on explique ce que c'est. En fait, c'est une culture. C'est un peu comme c'est géré par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que vous avez des serres, par exemple. Il y a un traitement, l'utilisation de l'eau à bon escient. Exactement. Et il n'y a pas de déchets en fait. Voilà, c'est en boucle. C'est petit, un peu comme la permaculture. Dans un espace, dans un même espace. Oui, mais qui produit beaucoup, quoi. C'est-à-dire qu'on est, on est dans un hangar et on a plein de rouleaux qui sont superposés dans le hangar où il y a des fraises, des tomates, etc. On n'est pas obligé de mettre de pesticides, d'engrais ou quoi que ce soit. Je fais juste une parenthèse. Il y avait l'une des plus grandes entreprises et centres de recherche en France à Tarascon qui vient de faire faillite. Ils ont tout va être fermé parce que ce n'est pas encore prêt, quoi. C'est-à-dire que c'est très bien de se lancer, mais ce sont des investissements très coûteux et résultat, ça va parfois dans le mur, quoi. Exactement. Donc, exactement. Et ça, c'est des projets, qui sont pourtant des projets d'avenir. Et donc, il y a beaucoup de choses qui existent là-dessus. Par exemple, sur les protéines. Aujourd'hui, on mange tous de la viande, mais on sait quand même que 80% de la destruction de la forêt amazonienne est due à la consommation de viande, parce que on est 8 milliards aujourd'hui, on va être 10 milliards. On a un saut démographique dans les 20 ans qui est gigantesque. Tout le monde va pas pouvoir manger de la viande, et donc du coup, il va falloir trouver d'autres sources de protéines. Et aujourd'hui, il y a des fermes de criquets qui se développent parce que effectivement, les criquets sont très forts en protéines. Et donc, du coup, on va réinventer l'agriculture de demain, l'environnement, les transports, etc. Donc, c'est l'intelligence artificielle, mais pas que. Non, je reviens sur l'agriculture. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'agriculteurs qui travaillent avec l'intelligence artificielle, justement, pour connaître la fertilité des sols, qui travaillent avec la météo et qui, aujourd'hui, leur permettent d'avoir des vies moins précaires, en fait. Exactement. Et alors, les agriculteurs sont très, très connectés, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Oui, bien sûr. Par exemple, les technologies du drone, c'est les agriculteurs qui l'utilisent le plus pour pouvoir mapper leurs champs, pour pouvoir voir là où il y a besoin de mettre de l'eau, etc. Voilà, pour réguler. Donc, ils sont très connectés. Mais en l'occurrence, le drone, c'est une nouvelle technologie. Donc, l'intelligence artificielle, c'est qu'une partie des nouvelles technologies. Parce qu'il y a d'autres choses, d'autres technologies qui existent. Mais c'est vrai que c'est autour du monde du digital. Oui, au monde, effectivement, du numérique. Et puis, à côté de ça, alors vous en parlez moins dans votre livre, il y a tout ce qui est, en fait, du domaine des services, en fait, aujourd'hui, quoi. Parce que, par exemple, les services aux personnes âgées, c'est un domaine, en fait, fantastique. Sauf qu'on a personne, en fait, aujourd'hui de former à ce niveau-là, quoi. Oui, l'avenir, bien évidemment, va être dans plus d'humains, de toute façon. C'est-à-dire, plus on aura des machines. D'un côté, des machines et de l'autre, de l'humain. Voilà, c'est le paradoxe, mais en fait, qui fait sens. Il y a une complémentarité entre les deux. C'est qu'à la fin, on aura des machines et des robots, mais qui vont aider pour qu'on soit plus humain, qu'on se focalise plus sur les métiers plus humains. Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup d'emplois qui vont être détruits, mais il y en a encore plus qui vont être créés. Parce que ça va créer des besoins et ça va créer... parce qu'on a une population qui est vieillissante. Donc tous les métiers, par exemple, il y a ce métier de nostalgiste duquel je parle, qui est un métier où on va utiliser des casques de réalité virtuelle pour les personnes âgées, notamment celles qui sont malades d'Alzheimer, et pour leur faire revivre leur enfance, leur faire revivre leurs souvenirs, etc. Donc on va utiliser les outils aujourd'hui modernes, mais pour faire plus d'humain, pour travailler sur la psyché, sur les gens. Beaucoup de jobs autour de la psychologie, des managers de demain qui utiliseront aussi nos spécificités qu'on a chacun d'un point de vue neuronal pour comprendre un peu ce qui nous motive, comment on peut avancer, etc. Mais ça reste très très humain. Et donc l'idée de ce livre, c'est vraiment pour tous ceux qui veulent trouver leur place sur le marché du travail demain, c'est de donner des solutions et des clés de
comment se former pour rentrer sur le marché du travail. Ouais. En 2019, il y a une loi qui est sortie sur l'école de confiance avec la formation obligatoire jusqu'à 18 ans, sachant que les métiers de demain, il va falloir se remettre au goût du jour parce qu'il y a une espèce d'obsolescence de la technologie et que ça va très vite. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il faudrait une formation obligatoire beaucoup plus tard pour que les gens s'obligent à être formés ? Moi, c'est mon avis. Mais c'est mon avis, c'est-à-dire qu'il faut repousser... il n'y a qu'un secret de toute façon pour travailler demain, c'est se former, se former, se former. On voit aujourd'hui, par exemple, il y a une étude aux États-Unis qui montre que il y a 30 ans, quand on avait juste le bac, on pouvait avoir un job décent. Aujourd'hui, c'est descendu à 40%. C'est-à-dire que voilà, demain, ça va redescendre à 20%, etc. Donc demain, on va devoir se former. Le problème, c'est que la manière dont on se forme, notamment, il n'y a pas assez d'apprentissage, il y a des nouvelles méthodes type la FEST, la VAE, il y a plein de choses innovantes, mais c'est tout petit encore dans le paysage de la formation. Et qu'aujourd'hui, la formation, elle n'est pas faite pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ne s'y reconnaissent pas, ne savent pas, parce qu'on a encore même des si on l'a développé quand même, cette formation professionnelle. On la développe. Il y a le compte formation. Mais il y a 1,5 million de jeunes de moins de 30 ans qui sont sans diplôme, sans formation et qui ne sont pas à l'école et qui se retrouvent sans emploi. Donc ça veut dire qu'il y a 1,5 million de personnes qui sont complètement décrocheurs et qui du coup on a échoué. Et c'est 100 000 nouvelles personnes qui rentrent chaque année sur le marché du travail sans rien et sans grande perspective. Et c'est eux qu'il faut aider, et c'est ça qu'il faut transformer. Est-ce que l'un des dangers en fait qui guettent notre société, c'est pas finalement des inégalités de plus en plus fortes et puis un fossé énorme entre des gens quand même qui réussissent à attraper en fait ce train, c'est-à-dire ce train des formations continues, être capable de rebondir autour du numérique, etc. Et puis de l'autre, les petits jobs, les petits boulots en fait, quoi. Parce que aujourd'hui quand même, on est revenu à des temps anciens. Quand on voit en fait les livreurs qui vous livrent en fait des courses pour 1 euro, 1,50 €, on se dit mais où est-on là en fait aujourd'hui, quoi. On est là-dessus. Vous avez parfaitement décrit la chose. C'est qu'il y a, pour ma part, je pense qu'il y a une disparition petit à petit de la classe moyenne. C'est-à-dire que soit il y a la classe moyenne du bas, entre guillemets, qui se précarise de plus en plus, et la classe moyenne du haut qui finalement devient de plus en plus élitiste. Et donc on a cette séparation-là, et la société, et on le voit sur les élections, parce que ça reflète assez bien ça. Et c'est ça le problème, et c'est ça, moi, ma grande frustration, c'est que les jobs, ils existent. Demain, on va créer de l'emploi. Aujourd'hui, on se dit, le taux de chômage, il n'a jamais été aussi bas. Donc c'est vrai, parce que finalement il y a des boulots qui se font. Le problème, c'est qu'on ne forme pas les gens pour pouvoir occuper ces postes. Donc on va se retrouver à un moment avec plein de jobs qui vont disparaître du fait de la robotisation. Donc plein de personnes sur le carreau. Pour autant, on les aura pas formés, et du coup il y a plein de jobs qui vont se créer, et donc on va dire on va faire venir des gens de l'extérieur. Il y a un taux de chômage très bas évidemment pour ceux qui sont au chômage pur, mais il y en a plein qui quand vivent on regarde de petits boulots, de précarité, etc. Et là le chiffre est colossal. Il n'a pas baissé. Et il augmente, voilà, exactement. Et c'est là-dessus qu'il faut mettre vraiment le paquet. Et le secret, il n'y a pas 10 000 secrets, c'est la formation. Il faut être formé, il faut être formé au métier de demain, il faut apprendre. Mais le problème, c'est que si je suis une mère célibataire, par exemple, ok, je peux avoir une formation gratuite, mais qui me garde je la fais quand? Comment je fais? Et Nicolas Hazard, des parents qui nous écoutent là, qui se disent justement, qu'est-ce que va faire mon fils, ma fille là demain? Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller? Quels seront par exemple les métiers qui pourraient marcher dans 10 ans, dans 15 ans? Alors moi, il y a 4 types. Voilà, c'est dans le bouquin, c'est justement pour aider à s'orienter. 4 types. Il y a 4 secteurs, grandes orientations, qui vont continuer à créer de l'emploi. Le premier, c'est les métiers des sciences, qu'on le veuille ou non. Si on fait des maths, de la physique, de la chimie, etc., on trouvera toujours du boulot demain. Ça, c'est le ceux qui n'aiment pas la chimie. C'est facile. Mais on est beaucoup à pas beaucoup avoir aimé ça. Les deuxièmes métiers, c'est les métiers de la communication. Aujourd'hui, un robot, il ne sait pas communiquer. La communication, tout ce qui est empathie, relationnel, que ce soit dans le domaine médical, dans le domaine social, dans le domaine, pour être journaliste, dans les médias, etc. Ça, il y aura toujours des choses. Troisième domaine, c'est ce qu'on appelle
Alors c'est le plus complexe, c'est la capacité d'analyse, et notamment la capacité de résoudre des problèmes complexes. Par exemple, un plombier, son métier ne va jamais disparaître parce que c'est une expertise. Parce que c'est une expertise et surtout c'est trop complexe. Une machine, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte et puis chaque. C'est une forme de, c'est de l'artisan. Et voilà, c'est une forme d'artisanat et ça ne va pas disparaître comme l'artisanat. Et le quatrième, c'est tous les métiers qui sont autour de l'inventivité, de la créativité. Donc, que ce soit dans le code, inventer des nouveaux codes, comme dans les domaines artistiques finalement, voilà, il y a beaucoup de métiers dans ce domaine-là qui vont se faire quand on crée des sites internet. Ça va, il y a plein de métiers qui se créent, mais aussi voilà, travailler. Voilà les 4 grands pôles. Quoi. Merci beaucoup Nicolas Hazard. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, 21 métiers du futur? On sait maintenant ce qu'on va faire de vous, Patrick. C'est aux éditions Flammarion. C'est très intéressant. Trouvez votre place dans le nouveau monde du travail. Merci d'être venu ce matin.